Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La situation humanitaire au nord de l'Éthiopie semble se détériorer d'après les Nations Unies. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, une série de bombardements a tué plus de 300 civils depuis novembre 2021. Un lourd bilan dans ce conflit armé qui s'éternise. Un pas de plus dans le processus d'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Le Congo et le Cameroun ont posé les jalons d'un chantier de voie ferrée. Ce projet devrait permettre d'améliorer l'exploitation du minerai de fer Nabemba Mbalam. Et le désengorgement de la capitale sénégalaise Dakar se poursuit. Les travaux de la deuxième phase du train express régional viennent d'être lancés 3 mois après l'inauguration de la première phase. Objectif affiché, relier Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne en 45 minutes. Et tout d'abord, le nord-est de la République démocratique du Congo a été le théâtre d'une nouvelle attaque. Au moins 18 personnes ont été tuées ce mardi 8 mars à Kilomission dans le territoire de Djougou, en Ituri, dans une attaque attribuée à des miliciens de la Codeco, la coopérative pour le développement du Congo. Selon les autorités, cette attaque a été d'une grande violence puisque les assaillants se sont attaqués à la population munis de machettes et d'armes à feu. Rappelons que la province de l'Ituri est le théâtre de violence depuis 2017 et que malgré l'état de siège décrété depuis mai 2021, les sévices se poursuivent dans cette province. Également, dans l'actualité, 2 hommes d'affaires guinéens d'origine libanaise sont dans le viseur de la justice guinéenne, mais aussi du Trésor américain. Il s'agit de Ali Saadé et Ibrahim Taher. Les 2 hommes sont accusés d'avoir blanchi de l'argent et d'avoir financé le mouvement armé Hezbollah, qualifié de groupe terroriste par les États-Unis. Le procureur général de la Cour d'appel de Conakry, Alphonse Charles Wright, a annoncé ce lundi 7 mars la saisie de leurs biens et le gel de leurs avoirs. Aucune précision n'a été donnée concernant leur éventuelle interpellation. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme tire la sonnette d'alarme concernant la situation qui prévaut au nord de l'Éthiopie, particulièrement au Tigré, zone qui est le théâtre d'un conflit armé depuis l'offensive menée par les forces fédérales en novembre 2020 contre les troupes du Front de libération du peuple du Tigré et leurs alliés. Selon l'ONU, au moins 300 civils ont perdu la vie depuis novembre 2021 à cause d'une série de bombardements aériens. Plus de détails avec Zahra Mohamed Moutiou. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a fait part lundi de son inquiétude sur le nombre important de bombardements menés par les forces aériennes éthiopiennes, principalement au Tigré, mais aussi dans la région de l'Afar. S'exprimant devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, Michelle Bachelet décrit une situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer, causant la mort de plusieurs centaines de personnes depuis la fin du mois de novembre. Le bureau a enregistré 304 meurtres et 373 blessés résultant de bombardements aériens au cours de la période considérée. L'envoyée éthiopienne au Conseil des droits de l'homme rejette de son côté les conclusions de Michelle Bachelet. L'état d'urgence a été levé. Des détenus et des prisonniers, y compris des personnalités du groupe terroriste, ont été libérés. L'Éthiopie réitère son ferme engagement à lutter contre les violations des droits de l'homme nées de notre engagement en faveur des droits humains. Aucune atrocité odieuse ne sera impunie dans notre pays. Le conflit au Tigré a commencé en novembre 2020, lorsqu'Abiy Ahmed y a envoyé l'armée fédérale pour combattre le Front de libération du peuple du Tigré, parti qui a détenu les leviers du pouvoir à Addis-Abeba entre 1991 et 2018 et qui, depuis son éviction, conteste l'autorité de l'actuel Premier ministre.
Le Cameroun et le Congo accordent leur violon pour la construction d'une voie ferrée, un partenariat d'une valeur de 5 400 milliards de francs CFA pour la construction de 510 km de chemin de fer. Le but, améliorer l'exploitation du minerai de fer de Nabemba Mbalam. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. Le Congo et le Cameroun envisagent pour bientôt la construction de 510 km de chemin de fer dont le but est de connecter les sites miniers congolais d'Avima, de Badondo et de Nabeba au port de Kribi pour faciliter l'évacuation du minerai de fer. Selon les autorités congolaises, les travaux de construction de ce projet devraient débuter au cours du premier trimestre 2022. Cette initiative devrait, de l'avis de certains experts, contribuer au développement économique des deux pays. La mise en œuvre d'un tel projet, pour moi, relève de ce que j'appelle, et tout le monde s'accorde là-dessus, des projets communautaires. Pour concrétiser la construction du chemin de fer Nabeba Mbalam dans les meilleurs délais, les ministres en charge des mines du Cameroun et du Congo ont signé un protocole d'accord pour relancer ce projet mis en place depuis 2012. Par ailleurs, ce projet devrait permettre d'améliorer l'exploitation du minerai de fer de Nabeba Mbalam à la frontière entre la République du Congo et le Cameroun. En même temps que le Congo est en train de chercher une voie économiquement viable pour évacuer les produits miniers, Kribi et donc le Cameroun aura une clientèle et donc du flux aussi bien en matière qu'en argent sur son port qu'il désire absolument rentabiliser. Il est donc dans l'intérêt des deux parties de pouvoir avoir cette voie de communication et cette activité économique qui profite aux deux parties. Soulignant que la construction de la voie ferrée de 510 km a été confiée au groupe chinois Ostino Resources Group Ltd et à son partenaire de Hong Kong, Bestway Finance Ltd. Par ailleurs, les autorités prévoient également la construction d'un port en eau profonde dans la région du sud du Cameroun. Le Sénégal aussi poursuit le développement de ses voies ferrées. Après le lancement de la première phase du train express régional en décembre dernier pour relier Dakar à Diamniadio en une vingtaine de minutes, place à la deuxième phase. Les travaux de celle-ci ont été lancés le 5 mars. 204 milliards de francs CFA seront mis à disposition pour la construction d'un tronçon de 19 km de long en vue de relier Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne en 45 minutes. Les précisions de Ahmed Nedj. Au Sénégal, le président de la République Macky Sall a lancé le samedi 5 mars 2022 les travaux de la seconde phase du train express régional TER pour environ 204 milliards de francs CFA. Le nouveau tronçon de 19 km va relier la ville de Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne AIBD. Prévu sur une durée de 21 mois, les travaux visent à élargir la desserte de ce nouveau mode de transport à certaines villes situées en périphérie de Dakar qui ne bénéficient pas vraiment de l'offre depuis l'inauguration de la première ligne. À partir du moment où vous améliorez la mobilité urbaine des personnes, vous leur permettez de travailler un petit peu plus, de travailler beaucoup plus même. À partir du moment où les gens travaillent plus, ils produisent plus et donc ils mettent sur le marché beaucoup plus de produits et de services d'une manière beaucoup plus efficace et l'activité commerciale autour de ces marchés-là vont générer des recettes fiscales. Ces 19 nouveaux kilomètres du TER s'ajouteront aux 36 kilomètres déjà réalisés entre Dakar et Diamniadio pour faire un total de 55 kilomètres en deux voies. Par ailleurs, les autorités sénégalaises prévoient la construction de la passerelle piétonne de Sébikotane et le pont de traversée pour faciliter la mobilité. 7 autres trains s'ajouteront au parc des 22 déjà existants. Le plus important pour l'État sénégalais et pour les États en général, lorsqu'on améliore la mobilité urbaine, c'est de pouvoir permettre le développement de l'activité économique. C'est surtout ça qui est véritablement visé. Et c'est clair que si l'activité économique est développée, les recettes fiscales suivent. Et ce qu'on a vu avec le TER, c'est que des personnes qui passaient énormément de temps dans leur voiture et avaient des problèmes pour se rendre sur leur lieu de travail, ont vu leur vie diamétralement changer. 200 travailleurs seront recrutés dans le projet, concourant ainsi à la valorisation de la main-d'œuvre locale. Ces différentes infrastructures, une fois opérationnelles, renforceront l'offre de transport public tout en réduisant les flux et en désengorgeant la capitale.
Le Cameroun s'attaque depuis des années à l'épineux problème de l'emploi des jeunes et pour cause, selon le groupe patronal du Cameroun, 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi arrivent chaque année sur le marché du travail. Depuis 2008, les autorités ont donc mis en place un programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches. Une initiative qui semble porter ses fruits. Plus de détails avec Viviane Baoken et Joël Ballot. Depuis 2008, le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches a permis de former près de 20 000 jeunes dans les métiers de production. Parmi ces jeunes, 4 800 ont pu à date créer des exploitations et des unités de pêche dans le pays. Pour le coordonnateur du projet, la formation et l'employabilité du jeune Camerounais sont au cœur des missions du PCP AFOP. Mais il faut dire que c'est ce qu'on voit. Mais il faut dire que ces jeunes sont positionnés dans 15 filières stratégiques où ils font de la production, de la transformation et de la commercialisation et génèrent, on vient de le calculer à partir de notre logiciel sur l'économie de la formation, le retour sur investissement, ils génèrent aujourd'hui 12 milliards de francs à partir de leur installation. Et il faut dire que nous avons calculé, le jeune coûte à l'État du Cameroun à peu près 2 millions pour sa formation et son installation. Et il rembourse à l'État au pays, il rembourse au pays 1 an et demi plus tard tout ce qui a été investi pour lui. Nous pensons que c'est donc une bonne allocation de ressources qui permet au Cameroun de se développer. À côté de ces missions de formation, le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle est également une niche d'emploi. Depuis sa création, il a contribué à la création de près de 16 000 emplois dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et des pêches. À long terme, le programme vise à institutionnaliser le dispositif de formation et d'insertion des jeunes, ceci à travers le développement des bassins de production. Les jeunes sont aujourd'hui socialement reconnus, professionnellement reconnus. On leur donne une considération. Aujourd'hui, ils ont la parole en faisant le métier d'agriculture, élevage et pêche, ce qui n'était pas donné dès le départ. Nous pensons que cette reconnaissance sociale, professionnelle et économique, bien sûr, puisqu'il faut vivre du métier, nous semble être des résultats hautement intéressants que le programme a pu apporter dans le sillage économique du Cameroun. Lancé en 2008, le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches fait face à un défi, celui de la pérennisation. L'enjeu aujourd'hui est d'insérer dans les cycles de formation des mécanismes de migration de l'agriculture classique à l'agroécologie. À l'occasion de la journée internationale des droits de la femme qui s'est tenue ce mardi 8 mars, focus sur les athlètes du continent avec la Coupe d'Afrique et des Nations féminines de football qui débutera dans 4 mois. La 14e édition de cette phase finale se jouera du 2 au 23 juillet au Maroc avec une nouveauté, 12 équipes et non 8 qui tenteront de remporter le titre. 4 équipes participeront pour la première fois à cette compétition. Le point avec José Douglas. Effectivement, beaucoup de projecteurs sur ce football féminin en Afrique, avec de nouveaux pays qui émergent dans la discipline et nous l'avons encore remarqué lors des éliminatoires de la prochaine CAN qui se déroulera au Maroc. Un retour sur les derniers résultats et les qualifiés lors de cette dernière journée. Et le Burundi qui bat Djibouti 5-0, Namibie et Zambie font match nul 1 but partout. Le Sénégal perd devant le Mali 1-0 mais gagne sur tir au but 3-2. Burkina Faso, Guinée-Bissau 1-0. Guinée équatoriale, Tunisie 3-2 et la Gambie perd devant le Cameroun 2-1. Côte d'Ivoire perd aussi devant le Nigeria 1-0. Kenya-Ouganda est forfait du Kenya. Gabon-Togo 2-1 pour les Togolaises et Botswana-Zimbabwe 2-0 pour le Zimbabwe. Enfin, Algérie-Afrique du Sud 1 but partout. Les qualifiés donc le Maroc, pays organisateur, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal, la Tunisie et la Zambie, une première pour le Burkina Faso, le Togo, le Botswana et le Burundi. Les Togolaises, toutes heureuses de participer à cette fête. On a dû
se battre à fond pour y arriver. Bon. Ça n'a pas été facile, surtout d'aller battre le Gabon à domicile, mais on était motivés pour ça, on était dynamique, on avait la même vision, et mobilisés surtout, et on l'a fait. Dans la sélection togolaise, entraînée par Madame Tometsi Kai, nous retrouvons une joueuse qui évolue à l'étranger. Elle s'appelle Ouaidikou Mafili, attaquante à Yzeure en France. Et nous avons voulu en savoir un peu plus sur ce football féminin togolais. Il y a plein de filles qui jouent au football au Togo et ça travaille partout, individuellement comme collectivement. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, mais bon, on n'a pas peur. Le Cameroun aussi. Oui, il y a le Cameroun, bien sûr, mais on n'a pas peur, c'est l'objectif. Et c'est un rêve, donc tout va se jouer sur le terrain. On va bien on a 3 mois, on va se préparer pour ça. Cette CAN féminine est très attendue au Maroc. Celle prévue en 2020 devait se dérouler au Congo-Brazzaville, mais la CAF a préféré l'annuler car tout le continent était touché par le coronavirus. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.